J'étais folle de lui. Eh bien oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier. Il était d'une tendresse infinie. Oh, je t'aime. J'aime tout. Moi aussi. C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage. Bon, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi? Ah, j'échange la mer contre les forêts. Et l'amour. Tu te plains de ton mari? Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi? Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez? J'étais en cours. Tu rentres à quelle heure? 17h, pourquoi? Il t'appelle tout le temps, ton mari, hein? Oui, il est comme ça. Bah t'es complètement fou. Bah, je te parle mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein. C'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te veux que pour moi. Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Et vous suivez? T'étais où? Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. T'étais où? Oh Blanche, je t'aime tellement. Je vous préviens, le chemin va être long. Vous devrez dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre. Votre soirée sur Ciné Plus OCS. Sur OCS. Sur Frisson. Sur Émotion. Sur Family. Sur Festival. Sur Classique. Bonne soirée sur Ciné Plus OCS. Il y a une réunion électorale, pourquoi vous battez-vous? Hein? Pour les accords d'Évian, monsieur. Pour les accords d'Évian, voyez-vous ça? Il est contre, monsieur. Il est pour la Légion française. Et ça vous donne envie de vous battre? Eh bien, battez-vous, vous gênez pas, battez-vous, mais battez-vous non! Hein? Alors, ça vous intéresse, les accords d'Évian? Ça vous intéresse? Oui, monsieur. Et 2 heures de colle, ça vous intéresse encore? Oui, monsieur. 4 heures, ça vous intéresse toujours? Oui, monsieur. Et 8 heures, ça vous intéresse encore? Plus maintenant. Ah, bon, vous voyez... Salut à tous, vous êtes bien sur Ciné Plus Classique et c'est parti pour votre Viva Cinéma consacré cette semaine au réalisateur Pascal Thomas. Au sommaire également le Rosebud de John Schlesinger, la Mélodie du bonheur de Manuel Lenné et le cinéma retrouvé de Tenosuke Kinugasa. Vous êtes prêts? On y va. Cinéaste de l'insouciance et du quotidien, Pascal Thomas livre ses mémoires dans Souvenirs en pagaille, fausse autobiographie mais vraie collection impressionniste d'anecdotes à l'image de ses films cultivant le goût de vivre. Rencontre avec un réalisateur humaniste aussi zozo que dilettante. Salaud! Fumier! Ça réchauffe de gueuler, non? On a quand même pas fait 1500 km pour pas baiser. On va y arriver à Malmö. On est complètement paumé. Encore une. J'étais, bon, vous le savez, journaliste, et je voulais écrire un roman. Je n'arrivais pas j'avais beaucoup de peine avec les descriptions, et un jour avec Claude Berry, chez Claude Berry, je vois des scénarios, j'ai déjà vu des scénarios, et je vois intérieur, par exemple, café, donc il n'y a pas besoin d'écrire. Et à partir de là, voyant ces scénarios, je me dis, mais c'est facile, le scénario, pas de description. Et il m'a proposé d'écrire un court-métrage, ce que j'ai fait dans la nuit. Le court-métrage a eu une énorme avance, on ne sait pas pourquoi, mais elle l'a eu. Et à partir de là, je trouvais ma méthode. Les résultats de vos compositions de français. Inutile de vous dire que c'est pas brillant. 3 notes au-dessus de la moyenne. 3.
On se demande qui passera l'examen à la fin de l'année. François Rosset, 16. C'est très bien. Comme toujours, un petit peu en dehors du sujet, mais c'est plutôt brillant. C'est littéraire, en espérant que ça n'est pas ennuyeux, voilà. C'est sûr. Bon, c'est littéraire dans le sens où on soigne l'écriture, les dialogues, la vie des dialogues. Vous savez, les personnages de Feydeau, Labiche, Molière ressemblent à leurs contemporains. Donc, moi, les miens, bon, je ne mets pas à leur niveau, hein, mais ça ressemble à mes contemporains, avec leur qualité, leurs défauts, leur façon d'être. Ah, Pierrette. Elisa. Elle vient de Pierrette. Oh, elle la secoue comme un linge. La pauvre Pierrette, qu'est-ce qu'elle a maigri quand on pense qu'elle était si ronde quand elle était jeune fille. C'est vrai qu'elle était maigre à l'époque, Pierrette. La grossesse l'avait fatiguée. Hein. Bah, comment vous avez fait pour être sur le film? Ah, là, j'avais mis le déclencheur automatique. Là, vous êtes mignon. Ah, c'est la fin de la bobine. Le cinéma, j'ai commencé par la cinéphilie. Enfin, j'ai commencé avec ma cousine Louise qui m'amenait voir des westerns. C'était que de très très bons films, évidemment, des grands metteurs en scène américains. Et après, c'était le McMahon. On mettait en avant des metteurs en scène qui étaient ignorés, parce que c'était des metteurs en scène considérés comme de seconde zone, de série B. Et je suis resté dans cette ligne-là. Tu viens? Il est très bon Vénus ce soir. On vient de lui faire bouffer 2 suppositoires. On va lui passer une 2C8 au tirage. Allez. Oh, faites chier vos conneries de merde. Oh, t'es con, c'est toujours marrant avec Vénus. En même temps, on se la fait, je te dis. Ouais, allez, on y va. J'ai jamais été en phase avec le milieu du cinéma. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai abandonné pendant 2 fois 6 ans, 7 ans. Bon, sauf pour Chabrol, Piala, Rosier. Mais je reprochais leur manque de curiosité, leur conformisme, leur lâcheté, leurs idées toutes faites, etc. Je vivais plus dans un milieu littéraire, milieu de collectionneurs aussi. Et le monde du cinéma m'a un peu, pas un peu, m'a barbé. Mince tes jambes, y a pas plus maigre. Aïe, des vraies baguettes de tambour. Les oiseaux, le premier plan, c'est 2 garçons qui poursuivent une fille, et le plan fait pratiquement une bobine. Et je voulais pas couper. Je fais très très peu de plans de coupe, mais mon goût, c'est de faire des plans où la vie se déroule sans artifice. Voilà. Je déteste les films artifices, les plongées, les contre-plongées. Le spectateur doit voir ce qui se passe dans les yeux des personnes. Il y a très peu de gros plans d'ailleurs. Je crois que dans mes 10 premiers films, s'il y a une trentaine de gros plans, c'est le maximum. Le spectateur doit être à l'aise et suivre ce qui se passe, que sont les gens, les êtres, leur comportement, leur façon de bouger. Voir, allez, et monte ça. Tu vois comme c'est intelligent, vraiment. T'as pas besoin de tirer des pièces. Celle qui a commencé, t'as bien vu, non? Tiens, pour t'excuser, pas pour balancer des caillasses. Ah oui, bien sûr, oui. Alors tu joues la comédie comme ça. Ah, je me suis bien nue. C'est drôle. Les acteurs, je leur demande beaucoup de ce qu'ils sont, vous voyez. Et je leur demande sans leur dire. Mais il y a quelqu'un comme Michel Robin, bon, qui était devenu à venir 3 jours sur le film Les Maris et les Femmes des Blancs, il est resté 3 semaines, tellement il m'amusait. On proposait certaines choses, et puis bon, tout d'un coup, chacun mettait son invention. Dis merci. Florence faisait à voix haute les rêves qu'elle devait dissimuler tant bien que mal durant la journée. Et dans cet autre univers, elle était toujours riche, russe. Princesse. Quant à Pierrette, une nuit sur 2, elle nous réveillait par des chansons militaires. Plus tard, mes enfants, chanteront la Marseillaise. Je ne donne pas mon lait au fils d'un Allemand. Le film était vraiment fait d'un point de vue féminin. Et quand on a présenté le film aux États-Unis, c'était le début des films présentés avec. Après, on discutait avec un groupe de journalistes. Et la femme, présentée comme la plus dure, la plus critique, commence à parler et elle éclate en sanglots. It's my life, it's my life. Comment cet homme français a pu raconter ma vie, etc. Bon, voyez, si vous êtes attentif à ce que sont les gens, vous êtes près d'eux. Avec grand-mère, j'appris que les grandes personnes pouvaient avoir des accès de gaieté. Bah, qu'est-ce qui te fait rire? Oh, il y a de quoi rire. Ils se tuent tous. Et aussi de mélancolie. Jamais j'aurais dû me marier. C'est qu'il n'a pas toujours été gentil avec moi, ton grand-père. Pourquoi tu dis ça, Mémé? T'as quand même eu des joies. Même t'as des enfants et puis des petits-enfants. Oh. Si je vous avais pas eu, je vous aurais pas connu.
La comédie, on connaît la formule, ça vient d'Aristophane, hein, qui a fait des classements. Et la comédie, c'était le sous-genre. Hein. Le genre noble, c'était la tragédie. Mais en même temps, c'est vrai que si vous faites des œuvres, des films, des livres sur le comportement humain, vous êtes obligé de passer par la drôlerie. Les gens sont amusants. Hein. Tu crois que c'est malin de se moquer de son petit défaut? Non, c'est pas ça, mais je comprends pas un mot de ce qu'il me dit, moi. Marketing, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, qu'est-ce qu'il a dit qu'il était? Un self-made man, ça veut dire qu'il s'est fait lui-même. Eh ben, il s'est raté, dis donc. Il s'est fait lui-même. J'aurais rudement voulu être là quand ça s'est produit. Il y a des films que j'ai ratés. Ah non, mais donc, je les ai ratés. J'admets qu'ils sont... D'ailleurs, quand ils ont fait l'hommage à la Cinémathèque, comme il fallait présenter des films, j'avais dit, est-ce que je peux présenter un film que j'ai raté en disant que c'est raté? Alors ça les faisait marrer, mais il dit non. Les gens ont payé, tu peux pas raconter des choses pareilles, etc. Ben non, les films ratés, ils sont ratés. Erreur de casting, erreur de tout. Tout est mauvais, même l'équipe, j'ai pas su l'adapter au film. Non, tout. Il y a que 2-3 films comme ça. En parallèle de la publication de Souvenirs en pagaille aux éditions Séguier, Les Ozos et Confidence pour Confidence sont diffusés sur Ciné Plus Classique et sur MyCanal. Alors, ce serait pour faire du cinéma. C'est sérieux? On a tendance à oublier que John Schlesinger, le brillant réalisateur de Macadam Cowboy et Marathon Man, est anglais. Né à Londres en 1926, il reçoit dès son premier film, le très beau Un amour pas comme les autres, 1962, l'Ours d'or à Berlin. Ses premiers films décrivent la vie de gens simples du nord de l'Angleterre. Il enchaîne les réussites jusqu'à ce que les sirènes d'Hollywood le conduisent en 1969 vers Macadam Cowboy, Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur. Ce succès mondial ne lui tourne pas la tête. Il retourne en Angleterre en 1971 pour Un dimanche comme les autres, Sunday Bloody Sunday. Ouvertement homosexuel, ce qui était rare à l'époque, Schlesinger n'hésite pas à mettre au cœur de ses films des personnages gays avec délicatesse et simplicité. Ce n'est jamais un sujet ni un plaidoyer, c'est juste normal. Autant que cela puisse l'être dans la société anglaise du début des années 70. Dans Un dimanche comme les autres, Bob, un jeune artiste contemporain, Murray Head, mène une vie libre et amoureuse entre Daniel, Peter Finch, un médecin juif, et Alex, une femme divorcée, Glenda Jackson. Si Bob vit bien la situation, il n'en va pas de même pour ses partenaires. Schlesinger nous montre sans emphase ce trio en mêlant tendresse et cruauté des sentiments. Car si Bob aime, il fait aussi souffrir. Par son prisme, on découvre la joie qu'il apporte à Daniel et Alex, mais aussi combien son absence est synonyme de désert existentiel pour eux. Comme dans Un amour pas comme les autres, les personnages doivent se contenter des moments fugaces que leur offre Bob, qui fuit dès que l'ennui ou l'ordinaire pointe le bout de son nez. What'll you do instead? It's not because of me, is it? No, my duck, it is not because of you. You turn everything to yourself. What shall we do with them today? What's wrong? Do you want to go out? Is it so difficult to say that to me? No. Just want to go into town for a bit. Okay, fine. But you don't have to go to work. Oh, I see. Could it be that you are going to see someone whose name begins with D, with D-A? Am I getting warm? Time's up. Back soon. Well, give me a ring. Oh, no, you won't have time. Ciao. Have fun with... Comme toujours chez Schlesinger, les comédiens sont formidables dans des registres différents. Glenda Jackson est dans l'émotion quand Peter Finch joue la retenue.
Alors n'hésitez pas à regarder Un dimanche comme les autres de John Schlesinger, actuellement sur Ciné Plus Classique et à tout moment sur MyCanal. Manuel Lenné se montre aussi aventureux seul qu'accompagné de son groupe Cannibal, et le cinéma français n'est pas resté insensible à son cocktail de rock psyché, d'afrobeat et de synthé. On reconnaît ainsi des titres du groupe normand dans Un coup de maître de Rémy Besançon ou le récent Borgo de Stéphane Demoustier. De passage à Paris, Manuel Lenné nous dévoile sa BO de cœur, celle du flic de Beverly Hills, signée Harold Faltermeyer. Ce qu'elle apporte, la BO, c'est assez neuf en fait. On est vraiment ancré dans l'époque, donc le film sort en 84. On est dans l'époque des synthés. Elle est en fait entièrement faite avec 3 synthés et une boîte à rythme. Donc Harold Faltermeyer, lui, c'est un Allemand. Il est né dans les années 50, il apprend le piano et la trompette. C'est pas un détail, parce qu'il a ce sens de la mélodie. Au piano, on peut faire des accords et une mélodie, mais la trompette, on peut faire qu'une mélodie. Donc, il a vraiment ce sens-là, quoi. You know, this is the cleanest and nicest police car I've ever been in my life. This thing's nicer than my apartment. Officers, if we see any, like, movie stars, could y'all stop and point them out to me? I never seen no shit like that. That's enough talking, pal. Okay, that's cool. Le film est connu aussi pour le thème de Axel Foley, le personnage principal joué par Eddie Murphy. On l'entend à chaque fois qu'il est là, on l'entend à l'écran, enfin souvent quand il est là à l'écran, la plupart du temps seul, mais pas toujours. Il y a 3 parties, disons, il y a 3 parties. Il y a une ligne de basse, le clavier, bien sûr, qui est le moteur du morceau, avec la batterie aussi. Une partie accords qui pose la structure. Donc il y a 2 suites d'accords en fait, et puis le thème ultra connu, un peu qui rentre dans la tête et qui veut pas en sortir. On dit de lui qu'il est un des précurseurs de la synth pop. On appelle ça la new wave. On a tendance à penser que la new wave, c'est plutôt gothique, un peu sombre. C'est pas du tout le cas dans sa musique, en règle générale, en tout cas sur cette bande-son-là. On a quelque chose de très fun. En fait, moi, je trouve que ça ressemble plus aux prémices du hip-hop, aux prémices même de la musique électronique. Ça apporte quelque chose d'assez puissant. Il se trouve qu'en plus, le thème est en fa et tout le reste de la musique est en mi, un demi-ton en dessous. Donc en fait, à chaque fois qu'il passe d'autres thèmes à ce thème-là, il y a le coup d'une mi-ton. Donc ça lui confère en plus une énergie un peu supplémentaire. What are you looking back there for? The cops, they're following us. What? Where? In the back on the right, Beige Ford. Il y a aussi, pour tous les moments de scènes d'action ou de suspense où il est en train d'enquêter, donc on a des... avec des petits... trucs qui restent en suspens comme ça, toujours avec une batterie derrière. La stéréo est assez large, donc avec une batterie derrière qui fait toujours... Aux 3/4 du film, il y a une autre scène où on découvre une autre musique, là, qui est plutôt presque un peu romantique, en fait, avec un son de basse qu'on va retrouver dans le morceau du groupe Berlin qu'il y a dans Top Gun, dont il fait la musique aussi. Donc un son de basse très velouté, très rond, très confortable, en fait. Et là,
Sur un joli morceau. This ain't sugar. We'll get Rosewood. Welcome to the party. Dans Caverne, son premier album solo, Manuel Lenné nous embarque dans un luxuriant trip halluciné à explorer sans plus tarder. Grand prix du Festival de Cannes 1954, La Porte de l'Enfer de Tenosuke Kinugasa fut l'un des plus grands succès du cinéma japonais en son temps. Pour redécouvrir ce grand film oublié, votre Viva a rencontré le spécialiste du cinéma japonais, Pascal Alex Vincent. Retour sur un film haut en couleur. La Porte de l'Enfer est ce qu'on appelle en japonais un jidaigeki, c'est-à-dire un film en costume. Et c'est un mélodrame, à la fois un film d'aventure et un mélodrame, une histoire d'amour contrarié dans le Japon féodal, ce qui implique évidemment des kimonos flamboyants, des sabres, des chevaux, etc. La Porte de l'Enfer est dirigée par un vétéran de l'histoire du cinéma japonais, quelqu'un qui est surtout connu pour ses films muets, c'est-à-dire quelqu'un qui tourne depuis les années 20. Il s'appelle Teinosuke Kinugasa et au moment où il dirige La Porte de l'Enfer, c'est déjà un vieux cinéaste en gros. Mais il a une œuvre très très conséquente, d'abord en tant que comédien et puis en tant que cinéaste à partir des années 1925. Voilà, et il va tourner jusque dans les années 60. Donc on peut considérer que La Porte de l'Enfer est un des films de la dernière période de Kinugasa. Morito no koto ka? もしや私がはしたないためあのような無体なことを言い出させたのではないかとただそればかりが胸につかえそれは取り越し苦労だ C'est produit par une grande compagnie, la Daiei, mais qui avait pour particularité de se vouloir un studio industriel très puissant, mais de travailler de manière artisanale. Et dans La Porte de l'Enfer, les meilleurs artisans du cinéma japonais sont là. La meilleure chef costumière, le meilleur scénariste, un des meilleurs chefs opérateurs de l'époque. Le film représente tout ce que le cinéma japonais de studio des années 50 pouvait faire de mieux. La Porte de l'Enfer, c'est la première palme d'or japonaise au Festival de Cannes. À l'époque, la palme d'or s'appelait Grand Prix. Et donc, c'est la première fois qu'un film japonais était réellement distingué. Et à l'époque, c'était Jean Cocteau qui était président du jury. Jean Cocteau a toujours été nippophile, amateur de culture japonaise. Donc, c'était pas vraiment une surprise. On savait que Cocteau aimait tout ce qui venait du Japon. Donc, le film a été très, très aimé à l'époque, au point que La Porte de l'Enfer, lorsqu'il est sorti en salle cette année-là, en 1954, le film a fait presque 1,5 million de spectateurs en France. C'était inouï, c'était la première fois qu'un film japonais rencontrait le public français de la sorte. Cocteau a déclaré « J'ai vu les plus belles couleurs du monde ». Et en effet, les couleurs de La Porte de l'Enfer sont assez incroyables. On n'a jamais vu des bleus comme ça, on n'a jamais vu des mauves comme ça. Il se trouve qu'à l'époque, la Daiei, qui est le grand studio qui a produit le film, va essayer les choses. C'est le moment où la couleur arrive au Japon. La couleur au Japon est arrivée en 1951, donc assez tardivement. Et c'est le premier film en couleur de ce très gros studio qu'est la Daiei. Et ils veulent en mettre plein la vue. Donc ils vont vraiment demander au chef opérateur, Kohei Sugiyama, très très grand chef opérateur, qui accompagne Kinugasa depuis les années du muet, qui est lui aussi un vétéran. Ils vont lui dire, trouve-nous des couleurs qu'on n'a jamais vues. Et le chef opérateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir aux États-Unis faire un stage dans un laboratoire américain. Et il va expérimenter tout ce qu'il a compris sur la façon dont les couleurs peuvent ressortir. Et donc ces expérimentations vont vraiment faire merveille dans le film. Il va utiliser ce procédé sur 3 films en tout.
tout. Mais c'est un procédé tellement cher que on n'a plus utilisé par la suite. Hein. Là, ce que Sugiyama fait avec La Porte de l'Enfer, c'est absolument unique dans l'histoire de la couleur au cinéma. Les copies de films à l'époque étaient tirées à Tokyo, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas tirées dans des laboratoires français. Donc ça coûtait extrêmement cher pour le distributeur français qui s'est finalement dit ce procédé qui donne pour résultat des couleurs miraculeuses coûte beaucoup trop cher. Donc on va plutôt faire tirer des copies en noir et blanc. Ce qui fait que le film a beaucoup été exploité en France avec une affiche qui reprend la phrase de Cocteau, les plus belles couleurs du monde, mais quand les gens allaient voir le film, ils le découvraient en noir et blanc. Et en version française souvent. もうそなたは俺のものだ。何とおっしゃいましても、女の道が許しませぬ。夫を捨てろ。渡を捨てるな。それはできませぬ。なぜできぬ。渡はこの森とが切って捨てる。 J'aime beaucoup La Porte de l'Enfer aussi parce qu'on y voit de très très grandes stars de l'histoire du cinéma japonais, vraiment de très très grandes stars. Dans le rôle masculin principal, il y a Kazuo Hasegawa qui est lui aussi un vétéran, qui est une star du muet. On racontait que Kazuo Hasegawa, à chaque fois qu'il y avait un de ses gros plans à l'époque du muet, les femmes s'évanouissaient dans le public. Le rôle féminin principal de La Porte de l'Enfer est tenu par Machiko Kiyo. Machiko Kiyo, c'est la grande star internationale du cinéma japonais dans les années 50. C'est celle par qui le cinéma japonais nous est arrivé. C'est la star de Rashomon, c'est la star des Contes de l'Alibag après la pluie, c'est la star d'Herbe flottante de Ozu. Donc c'est vraiment une actrice emblématique du cinéma japonais de studio des années 50. Elle nous a quittés très récemment, presque centenaire. Et on peut considérer que le cinéma japonais est arrivé en Occident avec des films dans lesquels elle jouait. いつになく一息に述べたのか。 On a reproché au film d'avoir été conçu pour l'Occident. Il y a peut-être un peu de ça, c'est-à-dire que la Daiei, qui venait de remporter le Lion d'Or au Festival de Venise 2 ans auparavant, s'est dit on va faire un film un peu exotique qui va plaire aux Occidentaux. Donc il y avait une part de calcul aussi, mais le fait est que ça a payé et nous a permis de nous acclimater au cinéma japonais, nous a permis d'avoir envie d'en découvrir encore. Donc on a vu beaucoup de films japonais après La Porte de l'Enfer. Donc c'est vraiment un film incontournable du patrimoine japonais. Redécouvrez La Porte de l'Enfer de Tenosuke Kinugasa, actuellement sur Ciné Plus Classique et sur MyCanal. Et n'oubliez pas, votre Viva vous attend toujours sur les réseaux sociaux de Ciné Plus et à tout moment sur MyCanal. Sayonara. いい気の武者ともあろうもの、たかが女のことで転倒するとは思ってるのか。Sur Ciné Plus OCS, en septembre, découvrez une offre plus riche, plus forte. 6 chaînes au cœur du cinéma et des séries. Vous êtes là pour le spectacle? Pour rien au monde, j'aurais raté ça! Le cinéma en exclusivité, 6 mois après sa sortie salle. Regardez-le, ça m'a envie de l'embrasser. T'es fou, toi, tu viens d'arriver, on se connaît à peine et tu crois que tu peux me galocher? Vous avez déjà vu un truc pareil? Oui. Ça arrive. Le cinéma qui fait peur. Je veux que tu m'aides à démasquer un tueur de femmes. Personne ne s'imagine qu'on a les coups d'aller jusqu'au bout. Celui qui rassemble. C'est pas une expérience. Je suis sa femme, il rentre chez lui, c'est tout. Celui que l'on partage. Salut, grand-père. Le cinéma que l'on découvre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux la légende. Et celui que l'on redécouvre. Tout le cinéma, les séries en plus. Bravo les filles, vous avez été génial. On va cartonner, c'est sûr. Et toi?
Je suis content. Je suis content. Merci. Septembre promet d'être la plus belle des rentrées avec Ciné Plus OCS.